Bien, je vais maintenant commencer ma présentation sur les astuces d'automatisation. Cette présentation s'adresse aux personnes qui ont déjà utilisé Agilitest parce que nous allons passer très rapidement sur les considérations d'ordre général et nous focaliser un petit peu plus sur les choses de l'ordre de l'astuce, du détail, de l'amélioration pour que vous puissiez améliorer votre pratique du logiciel Agilitest. Donc pour commencer, nous allons traiter des astuces d'ordre général, ensuite 3 astuces desktop pour terminer sur des astuces d'application web. Donc la première astuce que je vais vous présenter, c'est comment afficher et utiliser les entêtes de script ATS. Donc pour ça, j'ouvre le logiciel Agilitest, je vais créer très rapidement un script ATS, ce que normalement vous devriez avoir déjà fait de nombreuses fois. Je vais me rendre à une URL de navigateur. Et maintenant que j'ai fait ce script très simple avec 2 actions, je vais me rendre dans les entêtes, ce qui était l'objet de l'astuce. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, puisque vous pouvez basculer en réalité entre le mode d'affichage ligne par ligne et action par action, ce mode graphique, qui est le mode d'utilisation courant du logiciel, et vous pouvez basculer avec le mode d'affichage code ATS, où vous voyez les actions qui sont reproduites ici en langage ATS, une ligne correspondant à une action, et vous avez accès aux entêtes du fichier ATS au format texte. Alors, afficher ce code-là, ça peut être utile, par exemple, pour copier-coller des ensembles d'actions entre différents scripts, éventuellement pour communiquer des actions par email à une tierce personne, ou pour tout simplement nous envoyer, nous support Agilitest, nous envoyer des actions et nous en dire plus si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, des bugs que vous soulevez ou des remarques que vous voudriez faire sur des scripts particuliers. On peut aussi afficher les entêtes du script ATS avec un mode graphique comme celui-ci, où vous remarquez que vous pouvez gérer ici l'auteur du script, sa description, les prérequis associés à ce script, et puis les groupes qui serviront à lancer des exécutions. On a d'ailleurs un webinaire complet qui a été dédié sur la gestion des groupes d'exécution et des exécutions TestNG dans Agilitest. Donc, pour terminer sur cette astuce, voilà, vous pouvez donc basculer entre le mode d'affichage textuel, sur lequel là vous avez les headers en format texte, les affichages des headers au format graphique, et puis les actions. Deuxième action, implémenter une action wait for par détection d'occurrence. Très bien. Alors, imaginons que nous avons ouvert un canal et que nous avons ouvert une URL de navigateur, mais que cette URL prend du temps à charger. Et nous ne voudrions pas lancer une action avant qu'elle soit complètement chargée. Donc pour ça, on va utiliser ce que nous on appelle une action de détection d'occurrence, et c'est ce qui correspond à un wait for, c'est-à-dire que ça permet d'attendre juste le temps qu'il faut pour que cette page se charge et que pour l'on puisse continuer la suite du test. Donc pour vous montrer ça, je vais d'abord exécuter ces 2 actions sans le wait for, et puis je vais intercaler un wait for ensuite. Voilà. Nous avons donc les 2 actions qui se sont lancées, et je vais faire une action. Par exemple, je vais acquérir le contenu de cette valeur. Voilà, cette action d'acquisition de la valeur du bouton, qui est présent ici, ainsi que ici, c'est le contenu de ce bouton gris, et bien cette action ne peut réussir que si la page est complètement chargée. Et ce qu'on va faire, c'est une action de type vérification d'occurrence pour vérifier que la page est bien chargée. Alors avant de lancer ça, ou avant de lancer un clic sur cet élément, en gros, avant d'utiliser cette règle de détection là, ce qu'on va faire, c'est vérification d'occurrence. On va le faire avant. Et l'occurrence qu'on va vérifier, c'est idéalement l'élément sur lequel on veut interagir.
Donc je fais un glisser-déposer, ça aussi c'est une astuce hein, pour glisser-déposer une règle de détection. Et ce qui se passe, c'est que d'abord on vérifie que ceci existe, que le fameux bouton que l'on veut acquérir existe, et ensuite uniquement on fait l'acquisition. Et sur cette action-là, donc de détection d'occurrence, vous pouvez configurer le nombre d'essais max que vous voulez faire, sachant que par défaut Agilitest fait 10 essais. Il va essayer 10 fois de détecter cet élément, et si au bout de 10 fois il échoue, il va s'arrêter, il va mettre le test en échec. Par rapport à ces 10 essais-là, vous pouvez en configurer un peu plus ou un peu moins. Et donc, si je ferme mon canal et que je exécute mon test, voilà, là je lance mes actions les unes après les autres, tout en même temps. Alors, visiblement, ici, il y a un détail que j'ai omis de prendre en considération, c'est que des boutons, il y en a 8. Là, vous voyez, je défile l'ascenseur, il y a plusieurs boutons. Donc, ce qui se passe, c'est que occurrence égale 1, ça a échoué parce qu'en fait, il y en a 8. C'est un cas particulier de cette page. Donc, pour être tout à fait correct, ce qu'il faudrait faire pour cette action-là, c'est de dire qu'il y en a 8. Voilà. Et si je réexécute cette action, là, elle fonctionne correctement. Et à partir de là, on peut interagir avec la première, la deuxième, la troisième détection de cet élément-là. Ça se fait à cet endroit. Alors bien sûr, je pourrais pas en chercher une neuvième, puisqu'il y en a que 8, hein. On a fait ce test-là juste avant. Puisqu'on en est à ça, j'en profite pour vous montrer que là, le premier bouton est là, le deuxième bouton est ici. Très rapidement, on peut changer le bouton qu'on voulait sélectionner. Là, j'ai pris le quatrième, donc le contenu a changé. Ça, c'est assez pratique. Voilà. Voilà pour cette astuce. Alors, troisième astuce, et puis je vais accélérer parce qu'il y en a quand même une vingtaine. Gestion des variables et utilisation de regex pour ces variables. Alors, ça tombe bien, une variable, on en a fait une ici. Ce que je vais vous montrer, c'est que ici on a fait une acquisition de variables. Je vais créer une variable qui va dériver de ça. Et puis je coche ici la fonctionnalité d'expression régulière. Et je saisis donc une expression régulière vraiment très simple. Et l'idée de ce que je voudrais vous montrer, c'est que avec une expression régulière comme celle-ci par exemple, on peut faire en sorte que cette variable contienne juste une partie, juste une portion de la précédente. Donc là, tout simplement, ce qu'il y a entre parenthèses à chaque fois, c'est n'importe quel type de caractère séparé par un espace. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir bouger entre les mots. Donc si vous regardez ici, en sélectionnant le groupe, ce sont les groupes entre parenthèses, hein. Donc en choisissant ce groupe-là, je peux changer le mot que je veux acquérir. Donc ici j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Donc je vais pouvoir choper tous les mots qui m'intéressent. Voilà pour cette astuce. Maintenant, on va utiliser les expressions régulières, mais non plus dans les variables, mais dans les règles de détection. Donc on y va. Ça, je laisse ça de côté, et puis je vais exécuter le script pour pouvoir capturer un élément sur la page. Donc là, j'attends que mon script se lance, et il va ouvrir le navigateur Chrome, qui est mon canal de test, et non pas mon navigateur Firefox, celui avec lequel je vous montre le déroulé du webinaire. Voilà, donc pour la capture, on va le lancer, et je vais utiliser ici une expression régulière là-dedans. Donc une possibilité, ça serait de dire que l'on veut capturer non pas une chaîne de caractères précise comme celle-ci, mais une chaîne de caractères qui commence par jeudi et qui se poursuit par n'importe quoi.
Donc là, on utilise bien l'expression régulière et on utilise ça pour être en mesure de récupérer n'importe quel titre de niveau H2 qui commencerait par jeudi. Alors en faisant ça, je me rends compte que ça serait peut-être plus pertinent de faire une autre détection. On va capturer tout ce qui commence par astuce, puisque là pour le coup il y en a plusieurs, donc ça a plus de sens selon moi. Voilà, on va faire ça. On va capturer des balises de type strong qui commencent par astuce. Et ça, il y en a 3. Si j'avais mis astuce générale, je n'aurais eu qu'une possibilité de capturer, alors que là il y en a 3. Ce sont les 3 titres qui sont ici. Donc finalement, ça c'est une astuce. Les expressions régulières sont donc une astuce qui permet d'affiner et de rendre nos règles de détection un peu plus souples. Alors là c'est vraiment bateau comme exemple parce que j'ai juste utilisé le premier mot d'un titre. Mais on pourrait de la même manière utiliser des expressions régulières sur des identifiants, sur des classes qui contiendraient des chaînes de caractères randomifiées par un framework de programmation JavaScript par exemple. Et donc l'utilisation d'expressions régulières rend très aisée la création de règles de détection avec l'outil de capture. Alors je ferme cet outil de capture et puis astuce suivante, crée des sous-scripts par glisser-déposer. Alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà montré dans des webinaires différents, mais c'est toujours utile de savoir le faire. Donc ici je déplie dans mon explorateur de projet les dossiers qui contiennent mes scripts ATS, et pour faire ce fameux glisser-déposer, je sélectionne donc les actions voulues. Ces actions vont appartenir dans une seconde à un nouveau sous-script par cette action-là de glisser-déposer. Et donc j'isole ces deux actions dans un sous-script, ce qui a l'avantage de pouvoir le réutiliser ultérieurement. Ce sous-script-là peut être utilisé dans mon projet de multiples fois. De la même manière, ce sous-script, et ça a déjà fait l'objet d'un précédent webinaire, on peut l'alimenter avec des paramètres ou avec des données qui proviennent d'un fichier CSV pour faire du data-driven testing. Alors, astuce d'automatisation suivante, utilisation de la reconnaissance graphique. Alors je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas et juste me concentrer sur l'ouverture du canal et l'ouverture d'une adresse. Et je vais faire une reconnaissance graphique d'un élément, cet élément étant un titre par exemple. Donc j'ouvre mon outil capture et au lieu d'appuyer sur la touche contrôle de mon clavier pour m'attarder sur un cadre qui est présenté ici, je vais faire une sélection rectangulaire comme ceci. Et donc ça, c'est vraiment une capture photographique, si j'ose dire, d'un élément de ma page que je peux réutiliser ultérieurement avec la reconnaissance graphique qui est présentée là, et puis même les éléments par rang qui contiennent l'élément qui a été reconnu graphiquement. Donc on peut faire un mélange entre une règle de détection logique avec les éléments de ma application web et une règle de détection de type reconnaissance graphique. Et il me suffit maintenant de glisser-déposer pour faire une action sur cette règle-là. Alors de la même manière, j'ai ici la petite loupe qui me permet de vérifier si oui ou non l'élément est reconnu. Donc là, il devrait reconnaître le jeudi 21 novembre 2019. Voilà, il me montre qu'il est présent une fois. Alors cette reconnaissance est pratique dans certains cas de figure, mais elle présente des inconvénients. Elle est moins fiable que la reconnaissance logique par élément de la page, et elle dépend de la résolution d'écran de la machine de test. Donc ça rend de fiers services, mais il faut être quand même conscient des inconvénients qui peuvent venir avec la reconnaissance graphique. Alors, astuce suivante, inclure du code Java dans un script AgiliTest. Ça, je l'ai montré en détail dans le webinaire sur les web services, dans lequel il y avait une action que je voulais faire qui n'était pas comprise dans les icônes d'action de AgiliTest. Et donc, on peut créer un nouveau composant, cette fois non plus de script de type script ATS, mais de type nouveau script Java. Donc ce code figure dans le dossier main.
Java et on peut le glisser-déposer pour l'utiliser comme une action. Et je ne vais pas m'attarder plus en détail sur le contenu que l'on met dans ce code Java. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on récupère les paramètres d'entrée avec cette fonction et on retourne des valeurs de sortie avec cette fonction. Et les paramètres d'entrée, ce sont ceux que l'on peut ajouter par ce biais. Et les paramètres de sortie, ce sont ceux qu'on peut récupérer. Par exemple là, la valeur retournée va être mise dans ce nom de variable ici présent. Astuce suivante, utiliser une règle de détection non unique en utilisant un index. Alors ça finalement c'est ce que j'ai fait en sélectionnant le premier bouton, le deuxième bouton, ou c'est ce que j'ai fait également avec ma règle de détection qui capturait tout ce qui commençait par le mot astuce. Donc ça c'est déjà traité. Astuce suivante, gestion du multitentative pour chaque action. Eh bien, le multitentative, c'est ce que je vous ai montré là, le nombre d'essais max, qui dépend en fait du nombre d'essais par défaut, qui est de 10 fois. Et ça, c'est configurable dans le bouton configuration. Maintenant, on passe aux astuces desktop. Gérer de multi-fenêtres desktop. Ça, très important. Alors, je vais créer un nouveau composant, un nouveau script. Et puis, je vais ouvrir un canal. Cette fois, un canal non plus Chrome, mais d'application. Voilà. Et puis, donc la gestion de multiples fenêtres, c'est utile lorsque l'application ouvre une seconde fenêtre après l'écran principal. Et là, ce qui est utile, c'est d'utiliser l'action fenêtre, changer de fenêtre. Et là, on peut changer de fenêtre avec un index, 0, 1, 2, etc. Les fenêtres sont numérotées par ordre croissant, du 0 vers un chiffre croissant. Et lorsqu'on ouvre une fenêtre et qu'on la referme, en fait, la numérotation est toujours contiguë, de 0 à n, et il n'y a jamais de trou dans cette numérotation. Donc là, si par exemple j'ouvre une application de desktop, qui est un bloc-notes tout simple, et que cette application ouvre un splash screen, c'est-à-dire une icône rectangulaire au démarrage avec une barre de chargement, bien ça va être considéré comme la première fenêtre. Et pour ensuite envoyer des nouvelles actions sur l'écran principal, et non plus le splash screen, ce qu'il va falloir faire, c'est changer de fenêtre. Donc ça c'est valable pour tout ce qui est les splash screens d'applications desktop, mais aussi dès que l'on veut interagir sur un pop-up ou une fenêtre autre, une fenêtre enfant de l'application desktop que l'on teste. Alors maintenant, connexion à un processus desktop existant. Alors ça c'est une astuce qui permet non plus de démarrer un canal avec un exécutable que l'on démarre, mais qui permet de se raccrocher à un processus de l'ordinateur qui est déjà en train de fonctionner. Donc ça c'est une astuce un peu de haut vol qui est utile dans des cas très spécifiques. Je ne vais pas vous le montrer en détail dans ce webinaire, mais il faut garder en tête que ça existe et si ça vous intéresse, vous pouvez vous raccrocher à l'article qui détaille cette astuce en détail. Mode multicanal web et système. Alors ça, c'est une fonctionnalité de Agilitest qui est très sympathique, c'est son aspect multicanal. Donc ici, par exemple, pour illustrer cette astuce, je démarre un canal et je vais à une URL. Dans mon outil de capture, ici bien sûr je navigue dans tous les composants de mon application web, mais je peux aussi appuyer sur la touche Alt de mon clavier, non pas CTRL mais bien la touche Alt qui est montrée ici. Et là, je bascule en mode desktop et je vais pouvoir jouer avec les éléments de mon navigateur. Ça, c'est un exemple comme un autre d'utilisation multicanal de Agilitest pour basculer entre le mode web et le mode desktop. Alors, astuce suivante. On va passer maintenant aux astuces web. Action sur les balises HTML select et combo box. Alors oui,
Les balises HTML select, ce sont des composants que l'on retrouve plus vraiment dans le web 2.0 qui est fait à base de HTML5. C'est des balises HTML assez anciennes avec des listes déroulantes qui ressemblent un petit peu à celle-ci qui est en haut à droite, mais avec un look peut-être plus ancien. Alors pour interagir avec ces combo box, on a une action spéciale, c'est ici sélectionner, et ça permet donc d'interagir avec ces sélections qui sont un petit peu une ancienne façon de programmer en HTML et que l'on peut quand même gérer avec Agilitest. On peut sélectionner les valeurs par leurs index ou par leur nom ou encore par leurs valeurs. Utiliser une version précédente du navigateur Chrome et Chromium. Alors pour faire ça, il faut aller dans le fichier de configuration du projet et il faut spécifier un chemin particulier pour le navigateur que l'on veut utiliser. Donc encore une fois, par souci de concision, je ne vous montre pas ça en détail, mais vous pouvez vous raccrocher à l'article qui montre cette opération en détail. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez tester votre application avec un navigateur de version antérieure à la dernière version de votre navigateur Chrome, par exemple, eh bien c'est possible, mais il y a une configuration personnalisée à faire. Astuce web suivante, inclure du code JavaScript dans un script Agilitest. Alors c'est une astuce qui permet de travailler sur la page web que vous testez avec du JavaScript. Ça permet de faire des actions et de lancer plusieurs choses sur la page web que vous voulez tester. Donc ça vous laisse une grande latitude. Alors nous on ne conseille pas par défaut d'utiliser du JavaScript dans vos tests, puisque lorsque vous commencez à faire ça, vous sortez un petit peu du cadre d'Agilitest, vous sortez de la simplicité des actions que l'on vous propose, et surtout vous avez libre champ pour introduire peut-être des bugs, ou introduire au minimum des difficultés de robustesse pour exécuter le test. C'est-à-dire que le test risque d'être moins robuste s'il fait appel à du code JavaScript tout simplement. Donc pour faire ça, ça se trouve ici dans l'action scripting. Vous pouvez donc saisir du code JavaScript et le faire fonctionner. Si votre page web par exemple fonctionne avec du jQuery, vous pourrez tout à fait manipuler jQuery et toutes les fonctionnalités associées à ce framework JavaScript. Alors tester un fonctionnement non nominal d'une application web avec modification du code à la volée. Ça c'est l'astuce suivante. Qui est assez pratique pour tester les cas d'échec, les cas dans lesquels votre test doit échouer. Alors pour vous donner un exemple, je vais me remettre dans une situation, voilà, j'ai ici un scénario tout simple que je vais exécuter, et puis je vais modifier, voilà mon canal il est ici, je vais modifier ici le mot astuce. C'est-à-dire que je vais modifier l'application web, mais non pas sur le serveur, juste pour la vision de mon navigateur web. Donc ça c'est ma fenêtre de canal de test, Agilitest. Et je vais par exemple faire inspecter. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Chrome permet de changer un petit peu le contenu de la page, changer les noms, changer les classes, changer les identifiants, changer même les URL de téléchargement, pour introduire des bugs par exemple. Donc ici, j'ai remplacé le premier mot, et donc ce que vous allez voir, c'est que maintenant, des valises strong qui commencent par astuce, il n'y en a plus que deux. Et donc la première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle-ci, et c'est plus celle-là. Voilà, donc en faisant cette modification, je modifie le comportement de la règle de détection. Je m'inscris dans un comportement non nominal, qui pourrait être par exemple un comportement voué à un échec. Alors, astuce suivante, cibler un élément par balise HTML sans attribut. Alors, je me repositionne sur mon test avec mon canal de test. Et on va faire ça. On va cibler un élément par balise sans attribut. Donc, par exemple, ce titre ici,
on va le cocher. Alors ici, je coche ça, et puis je coche la section. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est que l'on peut faire appel à des balises qui sont dénuées d'attributs complémentaires. Et on peut indiquer à JLTest qu'on veut récupérer ce qui se trouve dans la balise section, et ensuite dans la balise UL, et ensuite uniquement dans la balise LI, sans associer d'attributs complémentaires à ces balises-là. Donc si je demande à JLTest de me montrer ce qu'il trouve, il en trouve plusieurs bien sûr. On va ensuite pouvoir jouer avec les index pour spécifier un peu plus la règle. Donc là, c'est le cadre jaune qui montre l'élément qui va être récupéré. Voilà. Pour terminer, utiliser des iframes HTML avec changement de fenêtre. Alors ça, c'est une astuce qui est obligatoire pour utiliser des iframes dans vos applications web. Si vous faites ça, si vous avez des iframes, que vous utilisez votre outil de capture, il faudra absolument aller chercher tout en haut des éléments de votre page. Vous allez trouver une balise iframe. Il faudra cocher au moins un attribut de cette balise pour que AgiliTest soit en mesure de trouver les éléments qui sont à l'intérieur de cet iframe. Si vous oubliez de cocher sur la balise iframe un attribut ou plusieurs attributs, la règle de détection va échouer. Bien, alors j'en ai terminé pour ces astuces d'automatisation. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif ou pas trop décousu. Je considère que si vous vous êtes dit au moins une fois ou deux fois au cours de cette présentation qu'il y avait quelque chose d'intéressant que vous pouviez réutiliser, eh bien je pense que le contrat est rempli. J'espère que ça s'est produit. Et je vais fermer mon écran pour revenir au webinaire et voir si vous avez des questions.